Bonjour à vous tous et à vous toutes qui venez de différents pays, de différents endroits. J'ai lu tout à l'heure un petit peu, quand vous étiez en train de rentrer, de vous préparer. On a des gens de Belgique, de France, du Canada, d'un petit peu partout et c'est merveilleux. Et je suis très contente que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Je vais repartager à l'écran le titre de notre conférence, juste pour que tout le monde, vous le savez parce que vous êtes inscrit, mais je parle aux personnes qui nous écoutent en différé, à qui je dis coucou aussi, sur l'hypnose de canalisation. Donc, sur la canalisation, en fait. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par vous parler un petit peu de la canalisation, la différence avec la médiumnité. Vous avez sûrement plein de questions là-dessus. Aussi, pourquoi est-ce que ça s'appelle hypnose de canalisation et non pas uniquement canalisation, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses à partager ensemble et j'aimerais vous dire pour démarrer, parce que certains d'entre vous, vous me connaissez, que je suis en Suisse en ce moment. Donc, des fois, les gens me disent, ah, t'es rendu où là, Isabelle? T'es dans quel pays? Donc, aujourd'hui, je suis en Suisse, dans l'heure européenne. Plusieurs personnes sont encore en train d'arriver. Et je me suis préparée pour vous recevoir en canalisant aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'enseignais une journée justement sur la canalisation et notre journée était particulièrement, donc j'invite juste les personnes à fermer leur micro, s'il vous plaît. Voilà, les personnes qui arrivent, de bien fermer vos micros pour qu'on n'entend pas les bruits de fond. Je vérifie, ouais, tout le monde a bien fermé ses micros, c'est parfait. Donc aujourd'hui, je faisais une journée sur la canalisation et entre autres sur les liens transgénérationnels. Donc je vais vous parler de ça aussi parce que c'est pas des choses qu'on est habitué à entendre quand on parle de canalisation. Quand j'ai commencé, donc là, je vais reculer un petit peu en arrière. Quand j'ai commencé à faire de la médiumnité, de la canalisation, j'étais enfant. J'ai commencé vraiment jeune. Donc, vous voyez un petit peu. J'étais enfant. J'étais très jeune, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais enfant, je voyais les énergies autour. Alors, probablement que plusieurs d'entre vous, c'est le cas aussi, que vous avez perçu des choses, peut-être pas enfant, peut-être plus tard dans votre vie. Donc, quand j'étais très, très jeune, quand je regardais les personnes, je voyais des halos autour d'eux, comme des couleurs qui étaient autour d'eux. Des fois, ça ressemblait un petit peu à une silhouette autour de la personne. Donc, des fois, je voyais même plus le visage de la personne ni le corps, mais je voyais la silhouette autour des gens. Bon, après, j'ai bien compris que ça s'appelait l'aura, le corps énergétique, les champs électromagnétiques, ça porte tellement de noms aujourd'hui. Mais quand on est enfant, on sait pas trop ce que c'est. Donc, ça m'avait beaucoup surpris. Et j'en avais parlé à mes parents autour de moi. Et par chance pour moi, je viens d'une famille qui est très ouverte d'esprit. Donc, ils m'ont pas dit, mon Dieu, t'as un sérieux problème, tu vas avoir besoin d'autres lunettes. J'étais acceptée dans la famille. Donc, c'est un privilège que je vous dis là parce que plusieurs personnes, malheureusement, ont bloqué leur capacité psychique ou l'ouverture à d'autres choses parce qu'ils ont vécu des mauvaises expériences quand ils étaient enfants, ce qui n'a pas été mon cas. Au contraire, je percevais beaucoup de choses, pas toujours des énergies toujours sympathiques. J'aimerais vous en parler aussi aujourd'hui. Ça fait partie des questions que souvent les gens ont quand on parle de canalisation, de médiumnité. Mais la plupart du temps, c'était des énergies agréables. Donc, j'avais quelques années, j'irais peut-être un 5, 6 ans à peu près. Et puis, je voyais les énergies. Donc là, je vous ai parlé des auras, mais pas uniquement. Je voyais des formes qui se déplaçaient un peu autour de moi. Ça peut faire peur. Donc, quand j'étais enfant, j'aimais pas trop ça, de voir des petites formes qui... Et je dirais, ce qui m'a le plus perturbée quand j'étais jeune, c'est qu'à un moment donné, j'étais couchée et je ressens une présence qui s'assoit sur mon lit. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si ça est déjà arrivé, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Là, les palpitations ont commencé. Et j'ai fait toutes les incantations possibles pour dire à l'énergie de s'en aller, que je voulais pas qu'elle reste là. Je vois des petits points comme ça. Si vous faites bien. Donc, je voulais pas que l'énergie reste. En fait, c'est que je comprenais pas non plus qu'est-ce qui était vraiment en train de se passer et je ne savais pas non plus comment me protéger, qu'est-ce qu'on doit faire dans le cas où il y a une entité qui se présente à nous. Après, il y a tellement de sortes d'entités différentes. Je savais même pas que je pouvais poser des questions, que j'avais le droit de dire à l'entité de rester ou de quitter. Tellement de choses que j'ai appris par la suite et que j'aimerais partager avec vous. Bon, dans 1 heure et demie, je vais faire mon possible pour répondre au maximum de questions que vous avez. Mais c'est juste pour vous dire que
quand on est jeune, quand ça commence, ou même quand on est plus vieux, mais quand on commence à s'ouvrir à d'autres champs d'énergie, à d'autres dimensions et à d'autres réalités, c'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air. Et ça nous emmène à poser bien des questions et surtout poser nos cadres de fonctionnement et nos limites. Par chance, pour moi, j'ai pas dit non, je veux plus à jamais. Et j'avais aussi la chance d'être en contact avec des guides spirituels. Je vais vous en parler aussi aujourd'hui. Et ces guides-là me rassuraient en disant, fais-toi-en pas, tu es en train d'apprendre, tu te connectes à d'autres réalités, on va t'enseigner comment faire. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des enseignements spirituels, de guides qui étaient dans d'autres dimensions très jeunes. Et c'est eux qui m'ont accompagné dans comment développer mes facultés psychiques, incluant la voyance, la clairvoyance, la clairaudience, et incluant la médiumnité, et un peu plus tard aussi la canalisation. Donc, toutes ces expériences-là ont fait que très très jeune, j'ai commencé à parler à mes petites copines, à mes petits copains, parce que je voyais des entités autour d'eux. Parce que dans les choses que je savais pas à l'époque, c'est que il faut pas tout dire, il faut pas tout raconter, puis il faut savoir quand est-ce que c'est le bon moment de dire des choses. Donc moi, j'étais tout feu, tout flamme, toute excitée, disant, ah, il y a une entité qui est là, mon Dieu, il y a une énergie qui est à côté de toi, je vais te le raconter. Bon, je ferais plus ça comme ça aujourd'hui. Parce qu'avec l'expérience, on sait qu'il faut que la personne soit consentante, il faut lui demander son autorisation. Il y a une éthique en arrière de ça, qui est cette éthique de si moi je reçois de l'information pour quelqu'un, c'est merveilleux, mais est-ce que la personne veut, elle, recevoir cette information-là? Et c'est vrai dans toutes les disciplines sur la planète, mais encore plus particulièrement quand on parle de médiumnité ou de canalisation, par exemple, ou je reviens à la voyance ou la clairvoyance, qu'on on canalise ou on reçoit de l'information pour quelqu'un. Donc, il y a tellement de choses que je savais pas quand j'ai commencé, qu'avec le temps, j'ai appris des fois à la dure, avec des énergies négatives, mais j'ai appris qu'est-ce que c'était mieux de faire et qu'est-ce que c'était mieux de pas faire. Mais une des choses que j'ai réalisées aussi, c'était que j'allais, à chaque fois que je me connectais à une énergie, que je percevais une énergie, pour moi, c'était fluide, c'était facile, mais je sentais quelque chose en dedans de moi qui bougeait, qui changeait, qui me donnait l'impression que j'étais peut-être pas entièrement présente. Et là, je parle sur Terre. Ça m'a emmené à me poser des questions à ce moment-là, en disant, est-ce que je suis dans un rêve? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Vous pouvez m'écrire dans le chat, hein. J'étais comme dans un rêve. Je me disais, est-ce que je suis vraiment dans la réalité, par exemple? Est-ce que j'invente? Est-ce que je fabule? Parce que une des questions importantes qu'on a quand on se connecte avec ces différents mondes, c'est est-ce que c'est réel, c'est de l'imaginaire, est-ce que c'est le mental, ça peut être ça aussi qui me joue des tours. Donc très très jeune, je me suis posé ces questions-là parce que je comprenais pas toujours qu'est-ce qui se passait. D'autant plus que je ressentais en dedans de moi, et ça c'était vraiment une sensation physique, que j'avais comme des petits tremblements. Bon, après, chaque personne est différente. Je vous dis comment ça avait commencé pour moi. Je ressentais des petits tremblements intérieurs, comme une petite impatience. Mais c'était pas de l'impatience en réalité. Et puis, mon corps bougeait. Je faisais comme des mouvements autour de moi. Et ben, je remarquais que je le faisais presque à chaque fois, que je recevais de l'information. Et j'ai continué à me connecter, recevoir de l'information toute mon enfance, en fait. Donc, ça a été là longtemps. Et à un moment donné, j'ai parlé avec un membre de ma famille, parce que mes parents sont français, moi aussi. Ils ont émigré au Canada quand j'avais 4 ans, en 1965. Et mes grands-parents, donc les parents de ma maman, par exemple, mon grand-papa, il était cultivateur, mais il guérissait et soignait les animaux. Et puis souvent, on l'appelait pour couper le feu ou arrêter le sang, ce genre de choses. Et comme j'allais pas toujours le voir, parce que moi, je vivais au Canada, une fois quand j'étais en vacances chez lui, mes parents m'envoyaient de temps en temps voir la famille, je suis allée lui demander, parce que je savais que lui, il percevait des choses. Et je lui dis, ben, grand-papa, il se passe quoi quand on perçoit l'énergie ou quand toi tu guéris, quand tu soignes des animaux, comment ça se passe pour toi? Et il a commencé à m'expliquer euh, un peu ce qui se passait, mais il comprenait pas tout.
Tout ce qu'il savait, c'est que ça donnait des résultats. Bon, c'est déjà bien. Quand les gens sont mieux, quand les animaux après vont bien, on est content. Mais il n'avait pas une compréhension complète du mécanisme qui se passait pour lui. Et moi, étant très curieuse de nature, très jeune, je me suis posé ces questions-là et je dis, ben, moi, j'ai envie de comprendre. J'ai pas juste envie de voir les énergies, de voir des guides, de parler avec eux, mais j'aimerais pouvoir expliquer moi-même, pour moi, mais aussi pour d'autres personnes, qu'est-ce qui est en train de se passer quand on fait ce genre de choses ou qu'on vit ce genre de choses. Donc, j'ai exploré mon expérience à travers ce que je vivais, à travers les relations que j'avais avec ces êtres de l'autre côté, parce qu'ils faisaient comme partie de ma famille. Je leur parlais souvent. C'est comme tous les jours, le matin, vous prenez un petit café avec un membre de la famille, vous dites bonne journée. Donc moi, je les parlais, j'en parlais vraiment souvent. Et avant de me coucher, je disais bonne nuit. Ça ressemblait vraiment à ça aussi. Donc, je leur ai posé beaucoup de questions pour avoir une lucidité, une compréhension sur le fonctionnement, pas uniquement sur l'information que je recevais, même si ça, c'est important, mais sur le fonctionnement. Donc, j'ai eu des réponses. Et très jeune, j'ai remarqué, quand je dis très jeune, ça veut dire adolescente. Donc, adolescente, j'ai remarqué que quand je me connectais, quand je recevais de l'information d'un défunt, par exemple, avant, je savais même pas c'était quoi un défunt. Donc, je vais faire une petite définition là. Quand je recevais de l'information d'un défunt, moi, tout ce que je voyais, c'était une présence énergétique. Donc, je voyais une forme. Des fois, je voyais des visages, mais je savais pas au début, en tout cas, faire la distinction entre un guide spirituel, un défunt. Pour moi, c'était toutes des présences. Après, après ça, j'ai compris que ce que je ressentais à l'intérieur de moi était aussi un indicateur de ce qui était en train de se passer. Mais quand j'étais dans la peur, parce que des fois j'étais inquiète, je savais pas trop qui était là à côté de moi ou qui s'était manifesté, j'ai vite réalisé que quand j'avais peur, c'était pas nécessairement parce que l'entité ou l'énergie était négative, mais c'est plutôt parce que je savais pas ce qu'elle voulait. Je savais pas qui c'était. Il me manquait d'informations pour dire, ah ouais, c'est toi. Ah bon. Donc si c'est toi, ça va. Donc il y a un besoin fondamental d'avoir une meilleure idée et compréhension de qui frappe à votre porte, mais surtout à qui vous ouvrez la porte. Et moi, quand j'étais jeune, ben, la porte était pas mal ouverte à tout le monde. Bon, évidemment, les guides me protégeaient. J'étais pas seule. Et puis j'étais enfant, mais ils me guidaient, ils m'expliquaient au fur et à mesure. Mais c'est vrai que des fois, j'ai ouvert la porte à des personnes que j'aurais peut-être pas dû. Et je dis ça parce que j'étais pas bien. Mais on apprend tout le temps. On apprend tout le temps. Donc, ça vous est sûrement arrivé, vous aussi, de recevoir des gens à manger et vous vous êtes dit après, bon, ça peut peut-être être la dernière fois que je vais les inviter. Parce que ça n'a peut-être pas été dans le sens que vous aimeriez réellement. Mais vous avez quand même invité, puis ça a quand même été une belle expérience, malgré tout. Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé quand j'ai commencé à recevoir des messages et de l'énergie. Et comme je voulais comprendre, j'ai demandé au guide de me mettre sur mon chemin d'apprentissage des guides, des mentors, des êtres humains, pas uniquement énergétiques, mais qui pourraient m'aider à développer encore plus mes facultés, à ce que je me solidifie là-dedans et à ce que je puisse mieux interpréter et mieux comprendre ce qui se passe. Et très jeune, donc là j'avais 17, 18 ans, très très jeune, j'ai été en contact et j'ai fait des formations spécialisées en développement personnel, mais aussi en développement professionnel, les deux. Vers l'âge d'à peu près 16 ans, 16, 17 ans, il faudrait que je remonte un petit peu avant, c'est vrai. Vers l'âge de 13, 14 ans, j'ai commencé à suivre des formations, mais là, c'était des cours de yoga. Et puis, j'ai suivi ces cours-là parce que je suis passée devant une rue à Montréal. Il y avait une pancarte yoga. Et tout d'un coup, j'ai eu un flash, une réminiscence de vie passée. C'est-à-dire qu'en voyant le mot yoga, j'ai revécu une vie où je faisais du yoga. Et c'est devenu tellement clair et tellement limpide et tellement lucide que j'ai dit, je veux y aller. Donc, je vous ai dit que j'avais des parents qui étaient ouverts d'esprit, donc ils m'ont payé des cours. Et comme c'était une réminiscence de vie passée, en dedans de 2 ans, j'ai fait mes formations d'enseignant-formateur pour devenir enseignant en yoga. Donc, à 16 ans, j'enseignais le yoga aux adultes. Donc, j'ai commencé vraiment très jeune. Et dans ces contacts
Donc, ces contacts énergétiques, ces contacts spirituels que j'ai vécu à plusieurs reprises à travers le yoga, mais à travers bien d'autres choses aussi. J'ai réalisé que quand j'enseignais le yoga, par exemple, c'est Jean-François que vous voyez en arrière. Il est à la cuisine, c'est l'heure du repas chez nous. Il a préparé une pizza, juste pour que vous sachiez, pour plus tard, tout à l'heure. Dans les cours que je donnais, j'ai remarqué que quand j'enseignais le yoga, par exemple, il y a un moment donné, vers la fin de la session, où on fait une relaxation, visualisation, relaxation. Et quand je guidais les gens à voyager, parce que je les faisais voyager dans d'autres mondes, d'autres réalités, je vivais à l'intérieur de moi encore comme un mouvement particulier dans mon corps et je recevais de l'information. Dans ce cas, dans ce temps-là, c'était beaucoup en images, en visuel. J'avais des flashs d'informations, d'inspiration, si vous préférez, et je voyais un décor. Comme par exemple, je voyais des nuages. Et là, j'allais dire aux gens, prenez le temps, détendez-vous, relaxez, respirez, et il y a un nuage qui est autour de vous. Et à travers le nuage, vous allez pouvoir maintenant quitter ce corps physique et aller flotter, suivre ce nuage. Enfin, je ne ferai pas toute l'histoire aujourd'hui, mais j'ai appris à ce moment-là comment guider et accompagner les gens dans des voyages intérieurs, mais aussi des voyages extérieurs, comme ce que j'ai appris plus tard, par exemple, les voyages hors du corps, les voyages astraux. Mais je savais pas à ce moment-là que c'était nécessairement ça que je faisais vivre aux gens. J'avais plus l'impression que c'était que des visualisations, mais c'était vraiment autre chose et je l'ai compris au fur et à mesure que je le faisais. Et quand je faisais ça, j'avais ces présences qui étaient là et qui m'inspiraient et me donnaient l'information pour qu'est-ce que je devrais faire vivre aux gens dans la formation que j'animais et que j'enseignais. Donc, très rapidement, j'ai eu un impact, une influence dans tout l'enseignement que je fais. J'enseigne la PNL, j'enseigne l'hypnose, j'enseigne le coaching, j'enseigne beaucoup de choses et depuis déjà presque 40 ans, donc ça fait vraiment des années. Et à chaque fois, dans l'enseignement, comme aujourd'hui, par exemple, il y a des présences qui se manifestent et qui me donnent de l'information pour que je puisse partager avec l'auditoire, avec les gens, avec le groupe. Et dans ces cours de yoga, je vous parle de ça parce que c'était les premiers où j'ai appris comment faire ce transfert d'informations. Les guides m'expliquaient au fur et à mesure qu'ils me montraient, par exemple, des images, l'impact que chaque image ou chaque scène pouvait avoir pour les gens, même si eux le savaient pas spécifiquement. Comme par exemple, une des scènes que je faisais visiter aux gens dans le nuage, c'était que le nuage était rempli d'eau et à un moment donné, l'eau allait couler et tomber sur la terre et que eux allaient en même temps descendre sous la pluie, mais en forme de gouttelettes d'eau et des gouttelettes d'eau d'or énergétique et qui tombaient comme des tourbillons. Et les guides m'expliquaient, ça je le disais pas aux gens, je leur faisais vivre l'expérience, mais les guides m'expliquaient que c'était en fait le prana, l'énergie vitale qui se retrouve dans l'air autour de nous et que en faisant ça, ça permettait aux gens qui étaient dans la salle, dans le yoga, qui étaient en relaxation après avoir fait un travail physique, de régénérer leurs cellules en prenant dans d'eux, en respirant du prana et de l'énergie vitale pour réactiver leur propre force physique. Donc, les guides, tout ça pour vous dire que les guides m'ont toujours donné de l'information depuis vraiment des années, pour mieux guider, pour mieux accompagner les gens, mais sans nécessairement que j'ai le besoin d'expliquer ou de dire aux personnes autour de moi, c'est un guide spirituel qu'elle a en ce moment, il s'appelle José, par exemple, et puis il me dit que là, tu as besoin de prana. Donc, comme j'ai pas eu besoin de faire ça, ben, j'ai pas passé pour une trop folle. Ce qui est quand même un des risques quand on commence à faire ce genre de travail, de passer pour quelqu'un qui est un peu flyé, comme on dit chez nous au Québec, un petit peu exagéré dans certaines cultures. Mais moi, je recevais l'information. Et après avoir appris les cours de yoga, dès 17-18 ans, j'ai appris la PNL, la programmation neurolinguistique, que j'enseigne déjà depuis toutes ces années. J'ai appris l'hypnose. J'ai appris plein de techniques, en fait. Et ce que j'ai compris tout de suite en apprenant ces outils, donc ces différentes disciplines, c'est que quand je me connectais, quand les guides étaient là, quand je recevais des messages,
quand je percevais des présences ou quand j'avais des flashs du futur, parce que je faisais aussi de la prémonition, naturellement, spontanément, en fait, j'étais en état de transe. Je pouvais pas donner de nom avant. Mon grand-papa, il savait pas que ça s'appelait la transe. Mais il allait dans un état particulier quand il commençait à faire des soins aux animaux, par exemple. Ma maman est médium. Donc, quand j'étais jeune, adolescente aussi, j'allais dans des sessions de médiumnité avec elle. Mais elle non plus, elle n'était pas capable de me dire comment elle faisait pour se connecter. Mais j'allais aux sessions de médium, puis j'étudiais comment la médium faisait. Et puis, j'entendais les messages qu'elle donnait. Et puis, moi, comme je canalisais déjà à cet âge-là, je percevais des fois en même temps que le médium et je percevais et je voyais les entités qui étaient là. Donc, après la session de médiumnité, j'allais voir le médium et je lui disais, tu sais, qu'à un moment donné, un tel a parlé, un tel a parlé. J'ai vu ça et ça et ça. Est-ce que c'était ça? Donc, j'ai eu la chance très jeune d'avoir des validations. Et on a tellement besoin d'avoir de validations. Surtout qu'on commence pour comprendre est-ce que ce que je perçois, c'est de la fabulation, de l'exagération, du mental ou autre chose, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, moi, j'ai eu la chance avec les cours que j'ai suivis et avec les personnes que j'ai rencontrées de commencer à comprendre mon propre mécanisme pour me connecter et élargir ma conscience. Et cette conscience-là, je l'ai réussi à l'élargir, encore une fois, quand je me connectais en état de transe. D'où, et là vous avez tout de suite compris, l'hypnose. Donc j'avais appris l'hypnose avant de savoir qu'en canalisation, j'utilisais l'hypnose parce que je savais pas le terme exact. Mais comme j'enseigne l'hypnose déjà depuis plus de 40 ans, pour moi, c'est d'une évidence que quand on est en médiumnité, quand on est en voyance, en clairvoyance, ou quand on est en méditation, par exemple, il y a cette ouverture de conscience qui se fait pour qu'on se connecte avec d'autres mondes et d'autres réalités. Donc, je vais faire un partage d'écran juste pour vous montrer la suite que je veux vous montrer. Donc, en fait, dans cette ouverture de conscience qu'on a besoin pour développer nos capacités psychiques, je vais être très vaste parce que pour moi, capacité psychique inclut aussi les voyageurs du corps, inclut aussi la prémonition, mais aujourd'hui on parle aussi de canalisation. Donc la photo que vous voyez, c'est Montréal parce que Montréal est une île. Et j'ai choisi la photo d'un pont et un pont de nuit où on traverse la nuit, juste pour représenter que souvent l'état de transe ou l'hypnose est considéré un peu comme un sommeil. Bon, c'est pas un vrai sommeil, hein. On dit que c'est un sommeil qui éveille parce qu'on va à un autre niveau. Et pour moi, c'est vraiment un pont entre deux mondes. Donc, entre, dans ce cas-ci, la rive sud de Montréal et Montréal, par exemple. Mais la réalité, c'est que quand on est dans cet état de transe, les chercheurs ont découvert que nos longueurs d'onde du cerveau variaient de notre état d'éveil, qui est les ondes bêta que vous voyez là. Et que quand on est dans une ouverture d'hypnose, connexion de transe, ben c'est surtout et avant tout les ondes alpha, on va dire, qui sont activées à ce moment-là. Donc, j'ai appris, en faisant mes formations en hypnose, par exemple, à reconnaître mes indicateurs de transe, comme par exemple le mouvement rapide des yeux, comme par exemple la déglutition, comme par exemple un changement de respiration. Donc, j'ai appris à reconnaître chez moi les indicateurs de quand est-ce que je peux être connecté en médiumnité, par exemple, ou quand ça risque d'être le mental. Donc ça m'a beaucoup aidé à avoir du discernement. À dire, est-ce que en ce moment, je raconte uniquement ce que je veux dire par mon mental, ou est-ce que c'est réellement parce que j'observe un guide, puis il est là, puis il me donne l'information. Donc, cette compréhension de l'état de transe et de l'hypnose m'a aidé à clarifier pour moi quand est-ce que je suis dedans, quand est-ce que je le suis pas. Donc, à chaque fois que je canalise, bien sûr, et ça, c'est tous les jours dans mon cas, je prends le temps d'être en auto-hypnose. Bon, évidemment, avec le temps, avec les années, comme moi, c'est une fraction de seconde. Tu sais, c'est in and out. Je suis déjà dedans. Mais pour la majorité des gens, ça prend peut-être 1 ou 2 minutes. Juste le temps, et peut-être que vous avez envie de vivre l'expérience avec moi en ce moment, juste le temps de dire respirer. Donc, je vous invite juste à respirer.
Peut-être garder les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est comme vous voulez. Et vous allez remarquer à un moment donné, juste après deux, trois ou quatre respirations, je vais juste fermer le son, juste après deux, trois ou quatre respirations, qu'il y a quelque chose en dedans de vous qui a envie de se poser. Et vous entendez, ma voix est pas tout à fait la même. C'est cette voix qu'on utilise plus aussi en hypnose pour emmener la personne à être plus à l'intérieur d'elle. Et là, vous voyez mon mouvement oculaire, qui est un autre indicateur de transe. Et peut-être que vous le sentez. Moi, je vois un petit peu quelques personnes à l'écran en ce moment, et je le vois. Geneviève, par exemple, je le vois bien. Et certains autres, eux aussi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand vous percevez, comme moi j'observe en ce moment, plusieurs indices que vous êtes dans cet état-là de transe, ça veut dire que vous avez la possibilité, ça veut pas dire que vous y êtes, mais vous avez la possibilité d'ouvrir votre canal pour vous connecter avec cette ouverture de conscience et ces guides spirituels, ces maîtres ascensionnés, ces défunts par exemple, tous ces êtres qui ne vivent plus dans la matérialité ou incorporés dans un corps physique sur Terre. Donc, pour nous, développer nos capacités médiumniques, par exemple, mais il faut d'abord et avant tout être connecté avec notre intérieur et être dans ce qu'on appelle cet état de transe. Donc, c'est pour cette raison que, avec le temps et avec les années, au fur et à mesure que j'ai commencé aussi à moi faire encore plus de consultations, d'utiliser ça encore plus dans mes formations, de dire que j'avais envie d'enseigner, parce qu'à un moment donné, j'enseigne aussi comment faire de la canalisation et de la médiumnité et de la voyance, ce genre de choses. Au fur et à mesure que j'ai eu ce désir d'enseigner et de transmettre, que j'ai pu expliquer aux gens qu'ils reconnaissent eux-mêmes leurs signes. Et après, ben, les petites étapes, bien sûr, pour se connecter à d'autres mondes, d'autres réalités. Mais c'est pour ça que j'ai choisi un nom à cette approche de canalisation et de médiumnité et que j'ai mis le mot hypnose avant. Donc, la canalisation, ça fait longtemps que je fais ça. Moi, dans le temps, on appelait ça du channeling. Peut-être que vous avez entendu encore ce nom, c'est un terme plus anglophone. En français, on dit canal. C'est peut-être un petit peu moins joli comme nom. C'est pour ça que j'aime bien le mot channeling. Je trouve que c'est plus mignon. Mais en fait, le channeling, la canalisation, c'est cette connexion avec d'autres mondes et d'autres réalités, avec cette ouverture de transe. Et comme j'ai enseigné l'hypnose depuis très longtemps, je trouvais que c'était approprié pour moi, parce que je sais ce qu'est l'hypnose, parce que j'enseigne l'hypnose, parce que je fais de l'hypnose et je forme des enseignants en hypnose et des écoles dans toutes sortes de pays que les personnes qui enseignent, c'est moi qui les ai formées, parce que j'ai fait ça depuis tellement longtemps, que je me suis dit, je peux pas ne pas utiliser le terme hypnose en avant. Ça serait pas vraiment définir ce que c'est. Donc, c'est moi qui ai inventé le terme, c'est ça que je veux dire de hypnose de canalisation. Pas canalisation, ça existe depuis bien avant, mais de joindre les choses ensemble. Comme par exemple, j'enseigne une autre approche aussi, qui est l'approche transtemporelle, qui est une technique de régression pour retourner dans les vies passées, ou bien d'aller dans les vies futures, ou bien d'aller dans ce qu'on appelle l'entre-deux mondes, aussi pour le faire d'une manière différente, mais aussi pour redécouvrir notre mission de vie, par exemple. Et là aussi, j'ai appelé ça hypnose transtemporelle. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Parce qu'on va utiliser l'état de transe pour faire une connexion avec la conscience. Donc voilà, c'est de là que vient l'expression, si vous voulez, qui est de l'hypnose de canalisation. Je vais faire un autre partage d'écran. Donc, cette fameuse hypnose qui permet l'expansion de conscience. Donc, dans l'hypnose, moi, j'ai enseigné et j'enseigne différents types d'hypnose. Donc, j'enseigne l'hypnose classique, j'enseigne l'hypnose ericksonienne, j'ai appris plein d'hypnoses différentes que j'enseigne pas nécessairement, mais que j'ai appris. Et j'enseigne, comme vous savez, l'hypnose d'expansion de conscience qui porte différents termes. Mais dans les formations en hypnose sur la planète en ce moment, il y a toutes sortes d'hypnoses différentes, comme par exemple, il y a de l'hypnose médicale. Ben, le nom dit bien. On va l'utiliser dans le domaine de la santé, dans le domaine des soins.
Donc, c'est pas parce qu'on est en transe que obligatoirement on a une expansion de conscience. Parce que la transe nous permet d'être en contact avec notre inconscient dans un premier temps. Mais l'inconscient, ce n'est pas le conscient et ce n'est pas non plus la conscience. Donc, le conscient, c'est le mental, si vous préférez. Et quand on va en transe, on se connecte avec notre être intérieur et on va dans notre inconscient, que Freud appelait, c'est le refoulement, où il y a toutes sortes de choses en dedans de nous. Mais une fois qu'on est connecté dans cet état d'onde particulière de connexion avec notre inconscient, après, on peut s'ouvrir avec d'autres réalités, ouvrir par exemple notre troisième œil, notre glande qui est là, pinéale, s'ouvrir à d'autres réalités et aller chercher de l'information un petit peu partout. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, pour l'avoir expérimenté, encore une fois, depuis que je suis très jeune, c'est que toute l'information est disponible dans ce qu'on appelle les annales, annales akashiques ou l'akasha, dans d'autres mondes et d'autres réalités aussi, mais que en canalisation particulièrement, donc je vais vous redéfinir peut-être la différence entre médiumnité, canalisation, etc., mais que particulièrement lorsqu'on veut canaliser, canaliser veut dire être un canal, donc ouvert, entre un monde et un autre. Mais la différence avec la médiumnité, parce que comme j'enseigne la médiumnité depuis longtemps, je peux bien vous dire pour moi c'est quoi les différences. La médiumnité, c'est le contact avec les défunts. Mais là, on parle des défunts ayant vécu sur la planète Terre. Parce que si on va plus loin dans nos expansions de conscience, l'univers est grand, il y a plein de planètes, ne serait-ce que dans notre système solaire, et on peut très très bien aussi communiquer avec des êtres d'ailleurs. Mais ça, c'est pas de la médiumnité, c'est de la canalisation. Donc je reviens à la médiumnité. Médium veut dire entre deux. Donc, quand on est médium, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait le lien entre le monde d'en bas de la Terre et le monde d'en haut des esprits. Donc, un médium, c'est quelqu'un qui communique avec les défunts, les êtres ayant déjà vécu sur Terre et qui ne sont plus dans l'énergie de la Terre, ou, et parce qu'on peut faire une médiumnité un peu différente aussi maintenant, ou qui communique avec les âmes, même des personnes vivant sur Terre, mais qui ne communiquent pas nécessairement avec la personne physique et terrestre. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que en tant que médium, parce que je fais de la médiumnité depuis que je suis enfant, il m'arrive parfois de communiquer avec un défunt, donc quelqu'un qui est désincarné, qui a quitté la Terre, mais qui est déjà réincarné sur Terre. Donc oui, on peut aussi communiquer, même si la personne s'est déjà réincarnée, parce qu'on ne va pas communiquer ou se contacter l'être physique vivant, mais son esprit ou son âme. Et là, on a déjà toute l'information qu'on peut recevoir. Donc, par définition, la médiumnité, c'est faire le lien entre les deux mondes, si vous préférez. Et c'est aussi pour ça que moi, j'aime beaucoup utiliser l'arc-en-ciel comme métaphore qui fait ça, parce que l'arc-en-ciel descend sur Terre, mais est aussi de l'autre côté. Et dans beaucoup de traditions spirituelles, on utilise l'arc-en-ciel comme symbole de connexion entre les deux mondes. Et vous verrez d'ailleurs peut-être dans certains écrits que les Polynésiens m'ont donné un nom en polynésien qui veut dire la femme arc-en-ciel pour la connexion entre les deux mondes. Exactement ça. Donc quand on fait de la médiumnité, par exemple, il y a plein de choses à savoir que les gens ont des croyances des fois qui peuvent les gêner ou les embêter s'ils avaient eux-mêmes à faire de la médiumnité. Donc la médiumnité, c'est un interprète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un esprit est à côté de moi, non, juste là, moi je vais me connecter avec, mais les gens autour, la majorité des êtres humains vivant sur Terre, n'ont pas la possibilité de le percevoir. C'est pas qu'il n'existe pas. D'ailleurs, c'est Saint Augustin qui disait ça. C'est pas parce que les morts parlent pas qu'ils sont pas vivants. Donc on peut les percevoir. En tout cas, un médium peut les percevoir. Donc moi, je sais qu'il y a une entité, une présence, et j'ai quelqu'un
qui veut avoir habituellement de l'information, ce qu'on appelle un demandeur. Quelqu'un qui dit, moi j'ai perdu mon papa, ou j'ai perdu ma maman, ou mon frère est décédé jeune, ou bien mon mari vient de se suicider, ou bien j'ai quelqu'un qui vient de mourir d'un cancer. Donc, quand les gens ont un défi avec la mort, l'acceptation de la mort, ou ils veulent savoir si les êtres chers vont bien de l'autre côté, s'ils sont encore vivants, ils vont communiquer avec un médium pour que le médium puisse faire le contact avec le défunt et parler au défunt et traduire. On appelle ça de l'interprétation. C'est pas interpréter ce que la personne veut dire, mais c'est de l'interprétation comme dans des congrès, par exemple, où on a les casques et puis on dit on interprète ce que le conférencier va dire dans une autre langue, par exemple. Donc, très jeune, j'ai eu la chance de faire d'ailleurs de l'interprétation pour de vrai, là, parce que comme je suis parfaite bilingue, quand venait le temps de donner des séminaires, exemple en anglais, ben, souvent j'étais engagée pour faire la traduction en français. Donc, mon cerveau est habitué à traduire les choses. Mais c'est le même principe avec un défunt. Il va nous parler, il va nous donner de l'information, pas uniquement en parole. Ça, c'est une fausse croyance. Parce que des fois, les défunts vont nous donner des images. Des fois, ils vont nous faire ressentir des choses qu'ils ont déjà vécues. Donc, en fait, l'information, elle arrive par ce qu'on appelle en PNL le VACOG. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Nos modes sensoriels. Donc, la majorité des médiums ont un canal qui est plus ouvert, qui est le canal auditif. On entend ce que le défunt dit et on va redire ce que le défunt dit. Mais c'est pas parce que c'est le mode auditif qui est le plus utilisé en médiumnité que c'est le seul mode qui est utilisé. Donc, certains d'entre vous, vous allez peut-être, comme moi quand j'étais jeune, ce que je vous ai raconté quand je donnais des cours de yoga au tout début, j'avais des images. Donc, je faisais de la canalisation et je faisais de la médiumnité, mais pas de manière auditive. C'était visuel à l'époque. Avec le temps, j'ai appris à développer mes différents modes sensoriels parce que ça se développe pour être plus ouverte à recevoir de l'information en ressenti, en image, en son, selon ce que le défunt veut proposer, mais surtout selon ce que le demandeur a besoin pour mieux comprendre l'expérience ou le message que le défunt veut lui dire. En d'autres mots, j'ai appris en PNL que c'est mieux de se synchroniser à l'autre et de redonner l'information dans le mode sensoriel privilégié de la personne pour qu'elle comprenne mieux ce qu'on veut lui dire, pour que le message soit plus facile pour elle. Et je fais exactement la même chose en médiumnité. Exactement pareil. Donc, dans cette canalisation, habituellement, il y a quelqu'un qui passe une demande, comme je vous ai expliqué. Donc, habituellement, dans une session de médiumnité, la façon que ça se produit en individuel ou en petits groupes, comme par exemple deux ou trois membres de la même famille qui ont perdu leur papa en même temps, donc des frères, des sœurs, ils vont vers un médium et durant la session, ils viennent soit avec une photo, par exemple, de la personne disparue, ou pas nécessairement. On n'a pas nécessairement toujours besoin d'avoir un objet qui a appartenu à la personne, mais ça peut être aidant pour certains médiums de faire ça. Et on invite, on lance une invitation aux défunts pour venir la journée planifiée pour le rendez-vous. Parce que une des questions que les gens ont des fois, et peut-être c'est la vôtre, il se passe quoi si le défunt se présente pas? Ça vous êtes peut-être arrivé, vous, de préparer le repas et les gens devaient venir puis ils se présentent pas. Mon Dieu. Vous êtes pris. Bon, après, vous avez peut-être déjà un bon repas préparé pour 2 jours ou peut-être une semaine. Ça dépend du nombre d'invités que vous aviez. Donc, pour contrer ça, moi, ce que je fais, c'est que dès que quelqu'un me demande pour un rendez-vous, par exemple en médiumnité, la première chose que je vais faire, c'est que j'envoie une invitation à l'entité de l'autre côté pour lui dire, est-ce que tu es disponible telle journée à telle heure? Et s'ils me disent non, je change le rendez-vous avec la personne. C'est un peu pareil comme sur Terre. Des fois, c'est surprenant. Peut-être que dans certains d'entre vous, vous allez être choqués de ce que je dis, vous me le direz. Mais en fait, de l'autre côté, c'est qu'ils ont aussi des obligations. Et ils ont aussi du travail, et ils vont aussi à l'école, et ils ont aussi des choses à faire. Donc, ils sont pas toujours à 100% disponibles. Ceci étant dit,
Ils sont très contents de revenir voir les vivants, parler et communiquer avec eux à travers le médium, parce que le médium leur permet d'être entre deux mondes. En d'autres mots, la personne décédée ne revient pas sur Terre pour parler avec le demandeur. Comme par exemple, si c'est le papa décédé, il n'est pas en train de revenir dans un corps physique, de descendre toute son énergie pour être juste à côté de son fils, par exemple. C'est comme ça que ça marche. Le médium ouvre son canal, va en expansion de conscience et va rejoindre le défunt dans d'autres mondes. Donc, c'est nous qui sommes connectés hors de la sphère terrestre. Et on reçoit l'information et on redonne l'information sur Terre pour que la personne puisse le comprendre. Vous vous souvenez, c'est le lien entre les deux mondes, en haut et en bas. Donc, le défunt, c'est pas trop exigeant pour lui parce qu'il n'a pas à revenir dans une énergie terrestre. Et c'est ce qui permet aussi le contact, parce que des fois, la réalité du monde terrestre et la réalité de ce qu'ils vivent est tellement éloignée que l'information, vous voyez, au lieu de faire ça, là, ils veulent bien, mais ça passe pas toujours. Mais c'est pour ça que les médiums ont leur nécessité sur Terre pour permettre cette communication entre les mondes et entre les réalités. Donc, quand on se connecte en médiumnité, on ouvre la conscience, ce qui permet que notre corps énergétique, parce qu'on est fait de plusieurs corps énergétiques. Donc, il y a l'aura, qui est dans les premières couches d'énergie qui sont comme tournées autour de nous, mais on a d'autres corps énergétiques, dont entre autres le corps astral, qui est celui qui voyage dans les voyages astraux. Donc, c'est pas le corps physique qui va de l'autre côté. C'est le corps astral qui voyage de l'autre côté. Donc, quand on canalise, notre corps physique reste bien sur Terre, on est en transe, et avec l'ouverture de conscience, nos corps énergétiques, ce qu'on appelle notre corps de lumière, quittent notre corps physique, mais on n'en a pas conscience, on le réalise pas. Souvent, les gens ne s'en rendent pas compte, mais vous voyagez dans l'espace-temps et vous allez rencontrer le défunt ou les défunts dans un lieu de rencontre. Les lieux de rencontre, c'est des lieux qui sont déterminés ou choisis aussi par le défunt. Un petit peu comme quelqu'un qui vous dit, ah, viens, on va aller prendre un café. Et vous choisissez un endroit, c'est un lieu de rencontre, qu'on ne veut pas que ce soit chez un ou chez l'autre. Des fois, c'est à mi-chemin. Hein. Des fois, les gens vous disent, ouais, mais moi, tu demeures loin, si on se rencontrait à tel endroit, ça serait plus facile. C'est le même principe. Donc, on se connecte dans ce lieu de rencontre qui est dans l'espace-temps, qui est dans d'autres dimensions et on donne l'information ensuite à travers notre corps physique qui, lui, peut continuer à s'exprimer, même en transe. Ça, c'est une autre chose que j'ai appris avec le temps, que souvent les gens pensent que quand on est en transe, qu'on est en hypnose, on parle plus. Mais c'est vrai que dans les sessions d'hypnose plus classiques ou traditionnelles, même en hypnose ericksonienne, le thérapeute ou l'intervenant parle beaucoup plus que la personne que le client, et même des fois le client parle presque pas lorsqu'il est dans cet état-là. Mais c'est pas parce qu'on peut pas parler en état de transe. Au contraire, en hypnose transtemporelle, on parle très facilement. C'est juste qu'il y a une croyance populaire qui dit que nos cordes vocales sont plus accessibles. Mais c'est totalement faux. On peut complètement parler. Donc, je vous le dis par expérience. Donc, on connecte. Donc, le demandeur arrive, la date prévue, c'est aujourd'hui. Le défunt m'a dit oui, 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 je vais être disponible. Et là, on commence à demander, donc le médium demande à la personne qui est là ou les personnes qui sont là, qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir. Donc, ça dépend des médiums. Il y a des médiums qui vont tout simplement canaliser le défunt sans demander aucune question. Et une des raisons pour lesquelles ils font ça, c'est qu'ils veulent pas qu'on ait l'impression qu'ils utilisent les données que la personne va dire pour exagérer ou inventer quelque chose d'autre. C'est comme si j'avais le nom du défunt d'avance. Il y a des gens qui sont inquiets que je vais faire une petite recherche Internet, aller sortir la liste complète de son CV et ensuite inventer et dire, ah oui, il était comme ceci, il était comme ça, parce que j'ai vu une de ses photos sur Google, par exemple, et qu'on peut le décrire. Donc, c'est sûr qu'il y a eu de la fraude. C'est sûr qu'il y a des charlatans. C'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est évident. Et c'est pour ça que les gens sont méfiants aussi. Donc, sachez que on n'a pas besoin de poser des questions aux défunts pour qu'ils nous parlent. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça, vous? Ils ont la parole facile. Moi, j'en connais qui parlent beaucoup. Même si je leur demande rien, ils vont quand même s'exprimer. Donc, tout ce qui est en haut
et comme ici sur Terre, ce qui est en bas. Donc, quand quelqu'un sur Terre, par exemple, de son vivant, parlait pas beaucoup, quand un médium va communiquer avec cette entité-là, ils vont pas parler beaucoup. Donc, c'est pour ça que le médium va poser des questions à l'entité pour mieux comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de vivre ou qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que très souvent, si on posait pas de questions, il n'y aurait pas grande réponse. Du style. Donc, une des questions que les gens ont souvent, c'est est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'après son décès, là où il est, ça va bien? Donc, certains défunts vont dire oui, on va pas loin, là. Oui, je vais bien. OK. Mais c'est un petit peu plus que ça qu'on veut savoir. Tu es où? Il se passe quoi pour toi? Qu'est-ce que tu fais de ta journée? T'as appris quoi depuis que t'es décédé? Est-ce que tu es devenu une meilleure personne? As-tu arrêté de dire ci ou de faire cela ou de t'énerver? Donc, en fait, on veut savoir plus que juste oui ou non. Mais certaines personnes auront de la difficulté, ou même certaines entités, à donner des réponses additionnelles si on formule pas les questions d'une certaine manière. Donc, je dirais que l'art de la médiumnité, c'est la connexion, bien sûr, avec le défunt, mais c'est aussi la capacité, comme en coaching, et j'enseigne le coaching et je fais du coaching depuis longtemps, je forme des coachs sur le plan international depuis longtemps. Donc, je sais le pouvoir des questions. Et que si on fait une question dite fermée, qui peut se répondre par oui ou par non, par exemple, on n'aura pas d'autres informations. Donc, c'est mieux de poser des questions ouvertes. Donc, au lieu de dire est-ce que ça va bien, qu'est-ce qui se passe pour toi de l'autre côté? Vous entendez la différence? Donc là, l'entité, le défunt, va pouvoir commencer à expliquer un petit peu plus ce qui se passe pour lui. Et nous, on va pouvoir dire au demandeur, il m'explique que là où il est en ce moment, il n'est pas seul. Ça, c'est un autre point important. Que il est avec son frère. Et il me dit que son frère était décédé avant lui, bien évidemment, parce qu'il était déjà de l'autre côté. Donc, des fois, quand on pose des questions sur où ils sont, qu'est-ce qui se passe pour eux, ils vont commencer à nous décrire les autres dimensions ou les plans dans lesquels ils sont. Et dans les premiers plans que l'âme visite après quitter son corps physique, c'est le plan astral. Donc, on va visiter une autre réalité, un autre monde qui s'appelle le monde astral. Et dans le monde astral, il y a des écoles, il y a des salles de cinéma, il y a des centres de bien-être, il y a des hôpitaux qu'on en a besoin, surtout si on est décédé à la suite de maladies importantes, par exemple. Donc, c'est pas dans la matérialité, mais il y a quand même pas mal tout de l'autre côté. Et moi, je sais tout ça pour les avoir visités, mais je sais surtout tout ça pour avoir parlé avec des défunts depuis plus de 50 ans. Je l'ai dit tout petit, mais je pense que vous avez entendu. Plus de 50 ans déjà. Donc, et à chaque fois, je découvre encore des lieux que je connaissais pas, parce que c'est des lieux que j'aurais pas pensé visiter moi-même. Donc, ah, ça existe ça? Ah ouais, t'es parti prendre un petit verre, toi, on va dire une tisane, de l'autre côté. Ah ouais, donc il y a tellement d'endroits que quand on ramène l'information aux vivants après, la plupart du temps, ce que ça fait du bien aux gens qui ont perdu un être cher, de pouvoir savoir qu'ils vont bien, qu'ils ont rencontré ou peut-être revu des membres de leur famille, de l'autre côté, qui continuent peut-être à apprendre, à s'améliorer sur certaines choses aussi. Ce qui m'emmène à ces fameuses croyances que souvent les gens ont, qui sont des croyances vraiment limitantes par rapport au contact et à la connexion avec les défunts, dans ce cas-ci, c'est qu'il faut pas les déranger. Je sais pas si vous, on vous a déjà dit ça ou l'avez déjà entendu, il faut pas déranger les défunts. Moi, on me l'a dit plusieurs fois, Isabelle, arrête de canaliser, il faut pas déranger les défunts. Bon, comme ça fait plus de 50 ans que je le fais, je pense que on va dire que je les ai dérangés un peu, mais je vous explique. Quand vous recevez une invitation, pour un repas par exemple, vous avez toujours le choix de dire oui ou de dire non. Est-ce que ça vous dérange? Ben non, parce que c'est vous qui décidez si vous voulez y aller ou pas. Donc, le défunt a la liberté entière de dire je veux être dérangé, je veux pas être dérangé, je veux y aller, je veux pas y aller. Et les défunts, surtout ceux qui viennent de décéder,
se ressemblent beaucoup dans leur façon de dire, de s'exprimer, de montrer des choses, de comment ils étaient de leur vivant. Donc, tout à l'heure, je disais que si de leur vivant, ils étaient assez loquaces, ils parlaient beaucoup, ben, ils vont donner beaucoup d'informations aux médiums. Et si c'était des gens qui parlaient pas beaucoup, ils parleront pas beaucoup. Donc, si c'est une personne qui préférait rester seule, qui aimait pas beaucoup voir du monde, ou qui se fatiguait vite quand il y avait de la présence, ben de l'autre côté, ils vont faire pareil. Ils seront peut-être pas très heureux de vous voir. Ou bien, si c'est quelqu'un de vivant, qui aimait pas trop qu'on les dérange, qu'on leur pose trop de questions, qu'on soit trop près d'eux, qui trouvait que des fois les gens étaient dans leur énergie ou dans leur bulle, puis qu'ils aimaient pas ça, ben de l'autre côté, ils aimeraient pas ça plus. C'est pour ça que je vous disais que des fois, on peut faire une invitation à des femmes, puis il va pas se présenter. Ou il va nous dire d'avance, parce que moi, je le demande, qui veut pas. C'est rare, mais ça arrive comme dans la réalité d'aujourd'hui. Il y a des gens qu'on appelle, viens, viens, prends, viens, on va sortir. Non, ça me tente pas, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Et il y a des gens qui voient jamais personne. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc, c'est pas ne pas le déranger, c'est d'avoir la sensibilité de réaliser que certaines personnes décédées, c'est mieux de pas les déranger parce qu'ils veulent pas, mais que d'autres sont tellement contents, veulent tellement communiquer avec des vivants, avec les êtres chers, par exemple, qu'ils ont vécu, que ça serait dommage de pas les contacter juste parce que certaines personnes ont la croyance qu'il faut pas les déranger. Je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Donc, ça va varier d'un défunt à l'autre. Il faut pas prendre les croyances pour les généraliser. Chaque être vivant est différent. Chaque défunt est aussi différent. Donc, quand je communique avec un défunt, c'est parce qu'il le veut, c'est parce qu'il est consentant, parce qu'il le sait. Et habituellement, dans mon cas, je demande aux gens de venir avec des questions ou au démarrage de la session, je leur demande des questions. Qu'est-ce qu'ils aimeraient poser comme question aux défunts? Et ensuite, les défunts, je vais leur demander de répondre en priorité aux questions que les gens ont ou à l'information que les gens veulent avoir. Donc, quel genre de questions, je ne sais pas vous, les questions que vous auriez à un défunt, par exemple, mais je peux vous donner des exemples de ce que moi j'entends depuis longtemps. Est-ce qu'il a beaucoup souffert avant de mourir? Est-ce que ça a été difficile pour lui avant de décéder? Est-ce qu'il a revu grand-papa ou grand-maman de l'autre côté? Ou bien est-ce qu'il a revu Scooby-Doo, le chien, par exemple? Ou est-ce qu'il a revu Minette de l'autre côté? Les chats qu'il a beaucoup aimés, par exemple. Euh, est-ce que il a réglé les choses qu'il voulait régler avant de partir? Il était en conflit avec quelqu'un qui était décédé. Comment ça se passe aujourd'hui? Donc, les gens ont plein de questions. Et des fois, c'est des questions qui paraissent saugrenues pour certaines personnes, mais en fait, chaque personne a ses propres questions. Comme par exemple, une fois, quelqu'un m'a demandé, dis-lui où il a mis le testament, parce qu'on ne le trouve plus. Bah, si vous cherchez le testament, ça peut être une question très importante aussi. Cette semaine, j'ai une de mes clientes qui, elle, voulait se connecter avec son papa qui était décédé depuis quelques années parce que de son vivant, son papa lui avait dit qu'il mettait de l'argent de côté pour elle plus tard parce qu'il voulait pas qu'elle soit en difficulté. Et il l'avait fait même avant qu'il allait mal au niveau de sa santé, quand il allait bien. Et il lui a toujours dit, ma fille, je mets de l'argent de côté pour toi, comme ça tu pourras payer ta maison après. Et il est décédé. Et avant le décès, il n'avait pas donné l'argent à sa fille encore, mais il lui avait toujours dit qu'il avait mis de l'argent de côté. Donc, elle voulait savoir où était l'argent et qu'est-ce qui s'était passé avec ça. Pas parce qu'elle tenait absolument à récupérer l'argent, mais parce qu'elle sentait pas une complétude ou une conclusion à l'intérieur d'elle, parce qu'elle avait l'inquiétude que quelqu'un avait peut-être volé son père ou pris l'argent de son père. Et quand j'ai posé la question à son papa, la première chose qu'il a dit, il dit oui, l'argent a été pris et a été pris par ma demi-sœur, donc la demi-sœur de son père. Et là, moi, j'ai reçu l'information, j'ai dit, OK, mais il y a plus que ça, là. On peut pas juste savoir c'est qui, dans quel but, pour quelle raison, qu'est-ce qui fait qu'elle a fait ça. Et en fait, ce que son père m'a expliqué, c'est que sa famille à lui, s'entendaient pas du tout et voulaient rien savoir de sa femme. Ils ont rejeté complètement sa femme quand il s'est marié avec elle. Ils voulaient pas du tout. Et par conséquent, tous les enfants qu'il a eus, lui, ont été rejetés et reniés de la famille. Donc, sa famille à lui
ne voulait pas que ses enfants à lui aient de l'argent. Ils ont empêché que tous les enfants de la famille, même quand ils avaient de la difficulté financière, reçoivent de l'argent de leur vivant. Et là, ils se sont organisés, ils ont fait un conseil de famille. C'est ce que lui, de l'autre côté, m'a dit, qu'ils ont fait un conseil de famille et qu'ils ont nommé une représentante qui était sa demi-sœur parce qu'ils savaient où était l'argent et ils ont pris l'argent pour que ses enfants et ses descendants, lui, n'ont jamais rien parce qu'ils étaient encore dans la colère du mariage qu'il avait fait. On n'est pas tout à fait dans quelqu'un a volé mon argent. Comprenez? Il y avait vraiment autre chose. Et quand il a dit l'information au demandeur, donc c'est pas moi qui dis ce que j'ai dans ma tête, vous comprenez bien. On traduit l'information qu'on reçoit. Elle m'a dit c'est vrai qu'il nous détestait. On n'a jamais eu de contact avec sa famille et ils ont tout fait pour nous rendre la vie dure. Et après, j'ai demandé au papa, j'ai dit est-ce qu'elle va récupérer l'argent un jour? Et il a dit non. Mais il a dit, c'est pas un problème. Elle n'a pas récupéré l'argent parce que je veille sur elle là où je suis. Ça veut pas dire qu'elle va être riche, hein? Mais ça veut juste dire qu'il fallait qu'elle comprenne qu'il y avait eu un conflit familial, qu'elle n'était pas responsable du conflit familial, mais qu'il y a une partie de la famille qui voulait pas que elle et ses sœurs et d'autres personnes de la famille restent avec une abondance matérielle que eux jugeaient appartenaient à leur côté de famille, donc était leur héritage à eux et non pas l'héritage de cette femme qui a marié leur frère, par exemple. Donc, il y a des questions vraiment intéressantes que les gens posent en médiumnité. Et la médiumnité, c'est peut-être le contact avec les défunts, comme c'est aussi de contacter avec les animaux. Si un animal est disparu, est décédé, on est là dans une communication animale de défunt, donc on est toujours dans une médiumnité. Et la communication animale du vivant, parce que ça existe ça aussi, c'est autre chose, mais c'est aussi une formation que j'anime et que je donne. On peut communiquer donc avec des âmes décédées, que ce soit des animaux, que ce soit des êtres vivants. Puis, quand j'étais jeune aussi, moi, je faisais souvent du voyage hors du corps, comme je vous ai expliqué. Donc, les guides m'emmenaient de l'autre côté, ils me faisaient visiter d'autres mondes, d'autres réalités pour m'enseigner. Ces êtres-là qui venaient me chercher, avec qui je voyageais, c'était pas des défunts. C'est-à-dire que c'était pas des êtres qui avaient vécu sur Terre, que je connaissais avant. C'était pas des membres de ma famille. Ça aurait pu, mais c'était pas ça du tout. C'est ce qu'on appelle des guides spirituels. Donc, c'est quoi un guide spirituel? Ou c'est quoi un guide? C'était des êtres qui ont accepté le mandat de me guider à vivre des expériences pour apprendre des choses dans les différents mondes spirituels, pour ramener l'information sur Terre et diffuser l'information. Et c'est pour ça que je fais de l'enseignement dans cette vie-ci. C'est la transmission. Donc, mon guide personnel, spirituel, qui me côtoie depuis que je suis sur Terre, qui est avec moi tout le temps ou presque tout le temps, lui m'emmenait voyager dans d'autres mondes et d'autres réalités pour parfaire mon expérience et mon apprentissage des mondes en dehors de la Terre. Et dans ces différents voyages que je faisais aussi avec lui, il me faisait souvent rencontrer d'autres êtres, d'autres guides. Donc, ce qu'on appelle des guides particuliers qui viennent pour un enseignement spécifique, comme par exemple, quand je voyageais des fois sur une autre planète ou dans un autre monde, il y avait un guide qui est là, qui lui était le spécialiste, on dirait, de la planète en question. Et il m'expliquait les êtres qui vivaient là-bas, c'était qui, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils apprenaient les différentes familles d'âmes, par exemple, les êtres qu'on côtoie de l'autre côté, qui sont aidants pour nous sur Terre. Donc, il y a nos guides spirituels qui sont attitrés plus à nous de manière individuelle, qui sont des êtres qui ne sont pas incarnés dans la matière, mais qui très souvent communiquent avec vous, en règle générale, à travers les rêves, les inspirations, ou des fois votre petite voix intérieure, où vous allez dire, ah, c'est, j'entends des choses ou je perçois des choses, mais qui viennent pas de moi. Synchronicité, très souvent. Moi, j'ai eu la chance de pas uniquement avoir à vivre la synchronicité, mais j'ai cette expérience-là aussi, comme beaucoup de gens, et c'est très bien, à travers les rêves aussi. J'aime bien quand parler aussi au guide à travers ça. Mais j'ai eu la possibilité, à travers
canalisation cette fois-ci, canaliser, channeling, de parler, d'échanger avec des guides spirituels et avec des êtres particuliers, des enseignants, des guides qui guident les êtres qui vivent sur Terre, mais à mieux comprendre les différentes dimensions. Et ça, on le fait aussi, mais pas par médiumnité, parce que c'est pas des défunts, par définition de la Terre, mais ce sont des êtres qui vivent dans d'autres mondes, dans d'autres réalités, dans d'autres dimensions. Et dans ces autres dimensions, dans ces autres mondes-là, il y a aussi, et là je vais faire un petit partage d'écran pour vous le montrer à l'instant, il y a aussi ce qu'on appelle des êtres de lumière ou des maîtres ascensionnés. Donc, c'est-à-dire que dans les différentes dimensions, il y a des guides spirituels, il y a des êtres de lumière, il y a des maîtres ascensionnés. Donc, il y a pas mal de monde, en fait. Il y a pas mal de réalités, il y a pas mal de monde. Et ça dépend à quel niveau de conscience on va se situer. Donc, laissez-moi vous donner un exemple. En médiumnité, on va se connecter au défunt. Donc, pour se connecter au défunt, il faut avoir une idée de où il se trouve. Et où il se trouve, ça va dépendre de à partir de combien de jours il est déjà décédé. Donc, dans les 3 premiers jours d'un décès, habituellement, l'âme qui sort du corps physique, donc qui va dans le corps astral, va tourner autour de la terre et aller rencontrer les membres de la famille pour leur parler, pour leur dire, je suis pas vraiment mort, je suis juste rendu de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'exemples de gens qui perçoivent quelqu'un, un membre de la famille qui vient de décéder, un signe dans les jours qui suivent le décès. C'est très fréquent, même des fois dans les jours précédents du décès. Les gens vont avoir un rêve prémonitoire, ils vont avoir une connexion particulière. Un mois après, ils ont moins près des gens avec qui ils ont vécu et ils commencent à faire un cheminement selon leurs besoins. Comme si sur Terre, j'avais beaucoup de difficultés, de challenges à mieux gérer mes émotions, par exemple, ben, je peux aller rencontrer des psychologues de l'autre côté. Eh oui, ils existent là aussi. Ou bien si j'ai eu des gros problèmes de santé, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que je vais aller dans un lieu de soins de réhabilitation, de récupération, de lieux de santé, par exemple. Donc, il y a une certaine période qui varie, on va dire, entre 30 jours et 3 mois, où les âmes décédées sont un petit peu moins disponibles pour les êtres terrestres. Pas qu'ils sont pas disponibles du tout, mais moins disponibles parce qu'ils sont en transition et en cheminement en lien avec leur propre évolution, parce qu'ils continuent à avancer et cheminer de l'autre côté. Dans la majorité des traditions spirituelles et religieuses terrestres, on parle que les âmes restent dans ce monde évolutif de compréhension et un petit peu plus proche de la Terre pendant une période d'1 an, plus ou moins quelques jours. Donc, vous verrez ça dans presque toutes les traditions. Et cette période-là, c'est aussi la période où les âmes vont faire ce qu'on appelle un bilan de leur vie. Donc, ils vont faire une revisite avec des guides, par exemple, de ce qu'ils ont pu vivre dans la vie précédente, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et préparer, quand ce sera le moment, leur plan de retour sur Terre. Ce qu'on appelle la préparation de la prochaine vie. Mais de l'autre côté, donc il y a ces êtres qui sont là dans le plan astral. Mais de l'autre côté, il y a aussi des guides spirituels qui, eux, peuvent être dans le plan astral, mais peuvent être dans les autres plans, parce qu'il y a plein de plans différents. Et dans l'autre plan, qui peut être le plan karmique, le plan causal, qui peut être le plan, enfin, il y en a plusieurs. Ces êtres-là, les guides spirituels par exemple, eux, en contact avec des gens terrestres, parce que ils ont comme travail, ils se sont engagés à collaborer avec les humains, à être avec nous pour nous guider dans notre évolution terrestre. En d'autres mots, avant de s'incarner, vous et moi, on a fait un choix de raison pour laquelle on revenait sur Terre. S'améliorer, régler des karmas du passé, revoir des gens qu'on aimait, reconnecter avec un amoureux, une amoureuse, un enfant qu'on a déjà vécu, continuer une mission de vie ensemble, peut-être professionnellement, travailler avec des gens avec qui ça a bien été, revoir une personne avec qui ça a été très difficile, essayer de trouver des solutions et résoudre des choses dans cette vie-ci. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on revient sur Terre.
Et ces guides-là se sont donnés comme travail où ils ont été mandatés, on leur a demandé d'accompagner quelques humains, pas que un, à réaliser son plan de vie et à s'assurer qu'on fasse sur Terre ce qu'on avait dit de l'autre côté qu'on ferait. Donc, si par exemple, j'ai dit dans une vie passée, j'ai eu un conflit avec l'âme de celui qui était mon papa et que ça n'a pas bien tourné, je veux revenir dans la vie suivante en espérant qu'on s'entende mieux ensemble. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'il soit mon fils. Parce que s'il est mon fils, je vais avoir plus d'amour pour lui, parce que je serai sa maman, et j'aurai peut-être moins de chances de l'envoyer promener ou de faire une coupure complète. Donc, on revient sur Terre pour résoudre aussi des situations qui ont pu être conflictuelles. Et notre guide spirituel, il sait, il a le plan, il connaît toutes les choses, il sait les objectifs qu'on s'est fixés. Et tout le long de la vie, il est là pour nous guider. Donc, Geneviève, j'ai bien vu ta question sur l'éthique spirituelle de cette non-transmission de l'argent. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas d'argent de l'autre côté. Ça, c'est sûr que ça n'existe pas. Mais par Oui. contre, on peut faire des choix sur Terre de vivre dans une abondance plutôt qu'une autre. Donc, Geneviève, tu voulais ouvrir ton micro, tu veux expliquer peut-être un peu plus, vas-y. Oui, après, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. C'était plus au niveau, tu sais, vu que les constellations familiales, tu sais, comme dans les Oui, lois, plus l'équilibre de la loi plutôt universelle, on va dire. C'était plus, ça m'avait comme pensé avoir cette réflexion-là par rapport, oui, à retirer finalement l'énergie ou l'argent qui aurait dû aller aux oui, descendants, là. oui, oui, exactement. Donc, je vais aller dans ce sens-là. Dans notre choix pour lequel on décide de revenir sur Terre, nos choix sont basés sur ce qu'on a vécu dans des vies passées, mais ils sont aussi basés sur ce qu'on a envie de vivre et d'expérimenter. Donc, par exemple, si j'ai vécu plusieurs vies où j'ai pas eu beaucoup d'argent et c'était très bien, c'est pas que j'en avais besoin, j'aurais peut-être envie dans cette vie-ci de vivre une vie plus riche. Juste pour expérimenter la différence. Et là, c'est un lien avec l'argent, mais si dans une vie passée, j'ai été journaliste, peut-être que dans cette vie-ci, j'aurais envie d'être chanteuse. C'est-à-dire que l'intérêt de la réincarnation, c'est aussi d'expérimenter le plus de choses différentes possible. Le souci qu'on a, c'est que très souvent, en vivant une vie, on génère des conflits. On s'énerve après quelqu'un, on dit des choses qu'on va regretter, on fait des grosses bêtises. Et puis, ben, il faut les réparer, il faut faire des actes, ce qu'on appelle un acte de réparation. Et on revient sur Terre la plupart du temps après ça, avec justement des personnes avec qui on a eu des conflits ou des situations difficiles pour ramener, libérer des émotions, par exemple, pacifier nos énergies ou la relation, par exemple, pour que notre âme puisse continuer à évoluer. Et de l'autre côté, quand on décède, là, on continue cette évolution de l'autre côté. Et c'est là qu'en médiumnité, on peut se connecter. Donc, Luc parle de équilibration d'énergie. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, Luc. Pour moi, le karma, c'est la réharmonisation, un rééquilibrage. Donc, c'est pas nécessairement uniquement payer des dettes dans ce sens-là. Donc, quand le médium se connecte avec l'âme du guide, par exemple, parce que là, on parle du guide spirituel et non pas que du défunt cette fois-ci, le guide, il va nous donner de l'information pour que le demandeur, la personne qui veut parler à son guide, par exemple, puisse savoir si la personne le désire, pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que je suis venu faire, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Parce que malheureusement, pour la majorité des gens, une fois qu'on est sur Terre, on se souvient plus de tout ça. On a comme oublié les raisons pour lesquelles on est venu sur Terre. Et peut-être que vous vous êtes posé des questions, comment ça se fait qu'on oublie, là? Ben on oublie parce que des fois c'est trop lourd à porter. On oublie parce que des fois on prendrait des décisions de pas revoir quelqu'un ou de pas se recontacter avec quelqu'un parce que ça a été trop dur. Alors qu'on a peut-être quelque chose à apprendre à travers l'amour, la compassion et la générosité vis-à-vis de cette personne-là. Donc il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on oublie. Mais la beauté de la chose, c'est que quand on va en médiumnité ou on va en canalisation, et là avec le guide spirituel par exemple, le guide, lui, il n'a pas oublié. Le guide, lui, il sait les raisons pour lesquelles vous êtes revenu. Et on peut canaliser et dire au demandeur, encore une fois la personne qui pose les questions, tout ce qu'il avait fait. On appelle ça le contrat, les contrats d'âme, le plan. Pour quelle raison j'ai décidé de revenir sur Terre? Donc, moi, je trouve ça tellement intéressant de pouvoir mieux comprendre, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je fais les choses que je devrais?
C'est un petit peu comme avoir des objectifs de carrière ou de vie et pas savoir les objectifs. C'est très difficile parce qu'on ne sait pas si on se trompe, si on va dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. Donc, je dirais que tout le monde devrait parler à son guide. Ça va nous faciliter la vie pour mieux comprendre. Et on peut le faire soi-même à travers l'hypnose transtemporelle, par exemple, que j'enseigne. Les gens peuvent apprendre à eux-mêmes communiquer avec leur guide ou développer leur capacité médiumnique ou apprendre à communiquer avec leur guide, encore une fois personnellement, ou aller voir un médium qui, lui, va canaliser, donc donner le message de ce que le guide pourrait dire. Après, il y a aussi ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés. Donc, des êtres, des archanges, par exemple. On pourrait dire, donc, Michael, par exemple, Raphaël, etc. Mais on pourrait dire des maîtres ascensionnés, comme le maître Jésus, par exemple. On va dire ce nom-là, parce que beaucoup de gens le connaissent. Métatron, par exemple. Il y en a tellement de maîtres ascensionnés qui ont vécu sur Terre, Bouddha, etc. Certaines personnes, c'est pas toutes les personnes qui font de la médiumnité, qui ont la capacité de se connecter au maître ascensionné parce qu'ils sont pas dans les mêmes plans. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous demeurez à Montréal, ça va être plus facile pour vous de visiter Montréal et les banlieues que de vous déplacer pendant des heures et des heures pour aller à New York ou prendre l'avion pour aller à Paris. Et donc, c'est une question de fréquence, en fait. Votre fréquence à vous, qui est votre fréquence personnelle, doit prendre la même fréquence que les personnes que vous contactez. Sinon, vous communiquerez pas de la même manière. Donc, il faut que le médium, qui est aussi un channel, par exemple, ait la capacité de se connecter avec ses maîtres ascensionnés. Donc, c'est pas tous qui le font, mais ça se fait. Et ça se développe. Et tout s'apprend, en plus. Et les fréquences, ça change. Et un billet d'avion de Montréal à Paris, ça se prend aussi. Donc, c'est possible. Et c'est pour ça que j'enseigne aussi la canalisation. Parce que c'est possible de canaliser. Moi, quand j'étais jeune, je faisais de la canalisation de manière régulière. Et je faisais même des soirées où je recevais des gens de l'extérieur. Et puis, les maîtres, les guides, mais aussi les maîtres ascensionnés venaient. Je faisais de l'interprétation. Encore une fois, je passais leur message. Et ce qui est intéressant des maîtres ascensionnés, c'est que leur message, c'est pas un message personnel, comme un guide personnel nous dirait, voici ta mission, t'es venu sur Terre pour ça, c'est ça que t'as vécu dans une vie passée, c'est là que t'as une faiblesse à travailler. Les maîtres ascensionnés, leur message, c'est pour la Terre, c'est pour l'humanité. Ils ont des messages qui sont des messages plus d'amour, de compréhension de la nature humaine. C'est beaucoup plus global, beaucoup plus ciblé vers une généralité, mais importante pour un développement spirituel. Donc, quand on parle avec un défunt, c'est comme parler avec un copain, si vous préférez. Quand on parle avec un guide, c'est comme parler avec un mentor, un enseignant. Et quand on parle avec un maître ascensionné, c'est comme parler avec un maître spirituel qui est là puis qui donne de l'enseignement pour l'humanité. Donc, à chaque niveau, médiumnité, canalisation, l'information qu'on va recevoir est pas la même. Mais ça veut pas dire que c'est plus complexe. Tout ce que ça veut dire, c'est quelle est l'affinité de la personne qui canalise pour recevoir l'information d'un ou d'un autre. Après, ce qui est fascinant aussi, c'est qu'on a tous des préférences, comme par exemple certains d'entre vous, avec des maîtres ascensionnés, l'énergie christique va être meilleure pour vous que l'énergie de Bouddha. C'est juste une question de personnalité. Donc, vous pouvez vous connecter plus avec un type d'énergie que d'autres. Moi, depuis que je suis enfant, donc je reviens là-dessus, j'ai aussi canalisé des maîtres ascensionnés et j'ai écrit plusieurs livres là-dessus. Donc, sachez un jour, si vous êtes intéressé, vous irez le voir, dont un qui s'appelle 2000 ans sur le chemin de la lumière que j'ai canalisé quand j'étais dans ma début vingtaine. Et c'était les énergies de différents maîtres qui m'ont guidé, qui m'ont accompagné, mais avec qui j'ai aussi vécu dans des vies passées. Donc, souvent, les liens sont parce qu'on s'est croisés quelque part. On a déjà vécu ensemble. Je faisais déjà partie je dirais, des gens qui voulaient apprendre avec eux. Et il y a une continuation de l'apprentissage à travers les différentes vies. Donc, j'ai écrit plusieurs livres en canalisation. J'ai aussi écrit des livres sur la PNL et sur bien d'autres choses aussi qui se retrouvent dans les librairies si vous êtes intéressés. Mais c'est juste pour vous dire que la canalisation, c'est ouvert à tous.
la médiumnité, c'est ouvert à tous. C'est pas un talent exceptionnel, c'est quelque chose qui se développe à travers l'état de transe, à travers cette connexion de soi, notre être intérieur, avec d'autres mondes et d'autres réalités, et ça s'apprend. Encore une fois, tout s'apprend. Donc, cette possibilité d'expansion de conscience, elle est aussi aidante. Donc, je vous dis des choses que souvent les gens ne savent pas. Pour parler, par exemple, avec des gens qui sont dans le coma. Donc, je vous avais déjà dit qu'on peut se connecter à des êtres vivants, mais à leur âme et non pas au corps physique nécessairement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui souffre d'une maladie neurodégénérative, Alzheimer par exemple, et qui est assez avancé puis qui peut plus vraiment communiquer. Vous pouvez, à travers les capacités de canalisation, communiquer avec l'âme de la personne qui est un peu sur Terre et beaucoup de l'autre côté. Pas entièrement quitter la Terre, mais pas entièrement de l'autre côté non plus. Donc, cette capacité de canalisation permet pas uniquement de contacter des êtres dans d'autres mondes et d'autres réalités qui ne sont pas vivants sur Terre, mais ça peut permettre aussi d'avoir cette capacité de communication avec peut-être votre enfant qui est autiste, mais l'autiste profond et qui a de la difficulté, que vous ne comprenez pas toujours communiquer avec. Et sachez qu'il y a des livres qui existent sur ce sujet-là, qui sont écrits aussi par des parents des fois, qui ont des jeunes qui ont été malades et qui ont pu communiquer avec eux à travers le dessin, la médiumnité, la canalisation, par exemple. Donc, il y a cette possibilité de communiquer au-delà avec des gens qui parlent plus, mais parler autrement. Et là, je parle pas juste avec les signes, mais avec l'âme de l'être. Donc ça, je trouve ça très intéressant de pouvoir se dire que quand vous apprenez à canaliser, vous pouvez aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pouvoir parler avec des êtres qui, eux, sont dans des états, soit à cause de la santé ou autre, de manque de possibilité de communication avec l'humain. L'autre chose aussi que vous avez peut-être entendu parler, puis là, je vais faire un autre partage d'écran avec vous, c'est ce qu'on appelle le passage des âmes. C'est une formation que je donne sur comment passer les âmes. On appelle ça le psychopompe, ça c'est le terme d'origine. Mais ce qu'on veut dire par le passage des âmes, c'est que quand un défunt, donc décède, quitte la Terre, certains vont rester plus près de la Terre plus longtemps et certains, il y a des fois comme des fantômes aussi, ont de la difficulté à quitter l'énergie de la Terre pour faire l'ascension et pour aller dans les différents mondes de conscience. Et ces êtres-là ont de la difficulté à faire ça pour toutes sortes de raisons. Ça peut être parce que ils aimaient tellement l'endroit où ils vivaient sur Terre qu'ils n'ont pas envie de le quitter. Donc, ils vont rester près d'une maison ou dans une maison qu'ils ont connue pendant un certain temps. Et ça peut des fois, pas toujours, mais ça peut déranger les vivants, les gens qui vivent dans cette maison, surtout si c'est pas nécessairement les membres de la famille du défunt. Donc, vous pouvez, à travers l'apprentissage de la canalisation et de la médiumnité, parce que là, on parle de contact avec un défunt, aider ces êtres qui sont de l'autre côté et qui n'arrivent pas encore à faire le chemin vers ce qu'on appelle la lumière ou vers les différents niveaux de conscience. Et des fois, les gens me disent, mais oui, mais Isabelle, s'ils sont de l'autre côté, là, pourquoi est-ce que c'est pas les guides spirituels qui les aident? Hmm, bonne question. Mais c'est parce qu'ils sont encore reliés à l'énergie de la Terre. Si ces êtres-là qui viennent de décéder, ont de la difficulté à quitter l'énergie de la Terre, un guide qui est dans un autre niveau, il ne peut pas venir les chercher. Donc, il faut qu'il y ait un pont qui est fait entre les terriens, donc le médium par exemple, et l'être spirituel qui va venir chercher cette personne ou cette âme qui est soit à la dérive, en difficulté, en challenge, qui n'a pas passé quoi, à l'aider à passer les différentes étapes entre le moment du décès et peut-être son incarnation future, ou peut-être son ascension, ou en tout cas la découverte d'autres mondes et d'autres réalités. Donc, vous comprenez bien que la médiumnité, c'est bien plus que juste parler avec un défunt, même si c'est très important. C'est parler aussi avec l'âme de quelqu'un sur Terre,
La médiumnité, c'est faire le pont, mais le pont, c'est aussi avec l'âme. C'est pas uniquement avec les autres dimensions, avec l'âme. C'est communiquer avec une personne qui vient de décéder il y a juste quelques jours ou qui est décédée il y a 300-400 ans. Ah, ben oui. Bon, ils se sont peut-être réincarnés depuis, mais comme on peut communiquer avec eux, peu importe où ils sont, ça peut être intéressant. Peut-être que vous êtes curieux de savoir quelqu'un, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, où est-ce qu'ils sont rendus, comment ça s'est passé vraiment leur vie. Wow! Moi, j'aime bien communiquer avec les êtres de l'autre côté aussi pour apprendre. Je vous l'ai dit parce que je transmets puis j'aime apprendre. Donc, quand j'apprends quelque chose de nouveau, je me gêne pas pour demander à des êtres qui ont déjà appris ça ou qui sont avancés là-dedans de me transférer les connaissances et les compétences. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage et c'est possible. Je vous le dis, c'est possible. On peut se connecter avec un défunt qui a été de son vivant, par exemple, un architecte. Et si vous êtes dans l'architecture, ben vous pouvez lui demander qu'il vous explique un peu comment lui faisait, les idées qu'il avait, ce qu'il aurait à vous suggérer. Magnifique. Donc, on peut apprendre des choses à travers l'expérience que d'autres âmes ont déjà vécues aussi sur Terre. Donc, c'est pas uniquement pour se connecter aux défunts, parce qu'encore une fois, en canalisation, on peut se connecter au monde spirituel, au guide spirituel, et aussi avec ces êtres de lumière ou ces maîtres ascensionnés. Bon, ouf, j'en ai parlé, je parle. Donc, c'est un sujet vaste. Je vais reparler encore une fois. Je ferai une autre conférence. Gênez-vous pas. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous me le direz. Aujourd'hui, c'était plus une explication de l'hypnose, de canalisation, des différentes méthodes qu'on peut aussi utiliser et bien sûr de la compréhension des différents mondes parce qu'on peut canaliser et ou on peut faire la médiumnité. Donc, je serais curieuse de voir si vous avez des questions ou des commentaires. Complètement en bas dans réagir, vous pouvez, si vous voulez, faire ce qu'on appelle un lever la main. Et quand vous levez la main, vous arrivez en haut de mon écran et je vous vois. Donc, c'est facile pour moi de pouvoir répondre et je peux baisser la main après. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un commentaire ou une question? Donc, à ce moment-là, vous ouvrez votre micro, vous levez la main et puis je vais répondre à votre question. Donc, je vous laisse la parole. Je vérifie si quelqu'un aurait quelque chose qu'il aimerait exprimer. Non, je vois que pour l'instant, il n'y a personne. Mais gênez-vous pas, hein, il y a quoi que ce soit. Encore une fois, l'idéal, c'est de faire le main levée. Comme ça, je vous perçois. Ah, voilà, Nathalie. C'était passionnant. Merci, Nathalie. Tania. Parfait, Tania. Donc, tu veux ouvrir ton micro, Tania? Oui, Oups. Vas-y, je t'écoute. ok. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de moment qu'on va déranger quelqu'un qui est comme déjà passé de l'autre barre. Disons, ma soeur s'est suicidée. Oui, Puis, si c'est, elle est passée, disons, où elle doit être, oui, puis quand, disons, je demande de connecter, ça ne veut pas dire que je l'ai comme, comment vous avez dit, dérangé ou de le mettre oui. encore où elle était comme. Je cause pas de problème, c'est ça ma question. Alors, si de son vivant, à part le fait qu'elle était malade, ta sœur, ou qu'elle était dépressive parce qu'elle s'est suicidée, par exemple, c'est un exemple qu'on donne, mais si de son vivant, ta sœur aurait été contente de te voir, de l'autre côté, elle va être contente de te voir aussi. Maintenant, tu peux peut-être la déranger si elle est en traitement, parce que les gens qui se sont suicidés, il faut comprendre qu'ils vont pas nécessairement à l'enfer. Ils continuent à être soignés de l'autre côté parce qu'ils ont été déprimés, parce qu'ils ont eu une vie difficile, parce qu'ils ont eu des inquiétudes, ils ont eu des choses qui n'ont pas été résolues. Donc, encore plus, je dirais, avec les gens qui sont suicidés, savoir qu'on pense à eux, qu'on est avec eux, qu'on les aime, ça leur fait tellement du bien. Vraiment. Donc, la plupart du temps, on les dérange pas. C'est au contraire, surtout quand il y en a qui quittent la Terre en ayant des maladies importantes ou avec le suicide. Il y a tellement de préjugés sur Terre de ce qu'on a pu vivre que changer avec eux, comprendre où ils sont, comment ça se passe pour eux, ça peut éclairer bien des personnes et laisser aller bien des préjugés. Oui. Donc oui, tu peux, Tania.
Ok, donc est-ce qu'il y a une façon vraiment de savoir si elle est vraiment à la bonne place? Ça veut dire que, comme vous avez dit, il y a des âmes qui Oui. pour leur aider du passer vraiment à la bonne place là? Oui, alors quand tu fais affaire normalement avec un médium, là c'est si toi tu veux aller voir un médium, la majorité des médiums vont communiquer, par exemple, avec ta sœur et vont lui poser ces questions-là. Où est-ce que tu es? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que ça va bien? Mais aussi, on pose souvent une autre question qui est, est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit? Hmm. Parce que des fois, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Exemple, une prière. Hmm. Une prière qui pourrait les aider. Des fois, ça peut être un flot d'amour qu'on va leur envoyer, tu sais, qui va leur Ouais. faire du bien. Donc, il y a plusieurs questions que le médium peut t'aider à diriger l'attention, ou tu peux, Tania aussi, apprendre, faire une formation en médiumnité avec moi, par exemple, Ouais. et là, tu pourras contacter ta sœur directement. Mais en effet, j'ai Oui, connecté pendant les années parce que c'était un bon bout que ça s'est passé. oui. Mais aussi la croyance qui ah bah, est-ce que c'est vrai, qui suis-je, puis les blabla comme ça C'est là, ça. Ce que j'expliquais tout à l'heure, surtout quand on le fait seul, on n'a pas la certitude, on n'a pas pas la toujours des certitude, ouais. preuves, ouais. Mais sachez que c'est une méthode, c'est-à-dire qu'il y a une façon de faire en médiumnité qui s'apprend, qui est des étapes pour vous donner confiance, pour aller chercher la Ouais. certitude. On va poser des questions aux défunts pour être sûr que ce soit eux aussi, parce qu'on peut se faire avoir, hein. Et, donc on va poser des questions sur qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, on appelle ça des preuves. Hmm. Et on a besoin de savoir ça au tout début. Ouais. Donc, Ok, merci beaucoup, ok, Tania. merci Je vais beaucoup. passer la parole à Geneviève. Vas-y, Geneviève. Oui, ben, ça me fait penser que moi, j'ai appliqué la radiesthésie dans ma pratique de coaching, mais aussi, ben, juste de manière curieuse, hein, tu sais, avec, mettons, une montagne ou quoi que ce soit, là, n'importe Oui, quel lieu physique. Et ça m'amène à avoir la réflexion que oui, l'état de transe ou les indices de transe, moi, j'y vais souvent, là, puis, mais à ce moment-là, tu sais, la baguette, dans le fond, va devenir le média de oui, signalement que, oui, par exemple, si je suis avec quelqu'un, l'autre va recevoir aussi, va pouvoir comme voir. oui, Donc, la création du pont, on va dire, si on veut, à ce moment-là, elle sera, tu sais, tu as dit, on va rejoindre un lieu, hein, tu sais, on va au oui, café, à oui, quelque part. oui, Fait que là, l'autre personne, dans le fond, on va dire qui demande, elle, finalement, c'est comme si j'avais de la misère à voir le pont à deux ou à trois, ou je sais plus comment voir le pont quand ça arrive. OK, donc je vais te donner un exemple. Je vais prendre le truc du café. Le Yes, merci. médium a donné rendez-vous au défunt au café et il a son téléphone avec lui. Donc, est-ce que j'ai un téléphone à côté? Non, j'en ai pas. Je prends mon téléphone. Et au café, j'appelle le demandeur et je dis, je suis avec ton frère qui est décédé et voici ce qu'il te dit. Donc, le demandeur, il n'est pas dans les autres mondes. Il reste sur Terre. Mais il va entendre la communication, il va entendre le message parce que l'autre personne est partie voir son frère à Milan, à Rome, à Genève. Le médium prend l'avion et il se rend sur place. Mais le demandeur, non. Le demandeur va rester habituellement dans le bureau de consultation du médium ou chez lui si ça se fait en visio, parce que ça peut se faire aussi en visioconférence. C'est pas Oui, je fais les deux. Ouais. Ouais, c'est pas un souci, ça se fait très bien en visioconférence aussi. Il faut juste que la personne soit habituée de le faire de cette manière-là. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de la visio, donc il y a vraiment pas de souci. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui est confortable avec ça. Donc certaines personnes vont préférer le présentiel et on peut aussi faire des choses en présentiel, bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que tu comprends un petit peu plus l'idée, hein? Oui, j'ai compris la Ouais. métaphore. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, c'est un sujet très intéressant. Je vois Carole qui dit ça, toujours aussi intéressant. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en espérant que vous continuez à développer vos facultés pour les personnes qui le font. Tania, par exemple, en sachant que oui, tu pourras parler plus si tu le désires avec des êtres chers, surtout dans des situations difficiles, parce qu'avec les suicides, parce que je reviens là-dessus, Tania, parce que c'est un sujet qui est tellement important. Quand les âmes passent de l'autre côté, qui sont suicidées, les êtres vivants ont tellement de jugement vis-à-vis de ça, parce qu'ils souffrent.
Pourquoi tu m'as fait ça? T'as quitté. Puis ensuite, on se sent coupable qu'on reste sur Terre. J'ai pas entendu, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Là, je pars du principe qu'ils sont déjà de l'autre côté. Là, on n'a pas pu les empêcher, par exemple. Mais de l'autre côté, ils sont pris en charge par des équipes. C'est comme s'ils seraient en charge sur Terre avec des gens qui l'aideraient. Ils sont pas seuls, à moins qu'ils veulent voir personne, parce que ça peut arriver aussi que l'âme dit je veux m'isoler, je veux voir personne, et c'est son droit. Et elle va rester seule le temps qu'elle veut. Mais normalement, comme quelqu'un en souffrance, comme quelqu'un qui attendrait dans une salle à l'hôpital, c'est à l'urgence, il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui vient les chercher. Mais des fois, et c'est pour ça que j'ai passé du passage des âmes, des fois ils ont un petit peu de difficulté à faire le pont. Et c'est là qu'un être humain qui fait un passage d'âme, par exemple, un médium, peut leur donner un petit coup de pouce, demander aux êtres spirituels d'être présents aussi pour que l'âme quitte l'énergie de la Terre pour aller dans d'autres plans ou d'autres dimensions. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec un médium. Je fais des rendez-vous privés pour les personnes que ça intéresse. N'hésitez pas à demander à un médium de communiquer avec un être cher si vous ressentez le besoin. Et n'hésitez pas non plus à apprendre comment faire si vous sentez un appel ou un désir de connexion. Et ça peut être aussi avec des êtres de lumière, bien sûr, ou des guides spirituels, mais non pas que avec des défunts. Mais on commence par les défunts, c'est la première étape, parce que c'est la réalité qui est la plus proche de nous sur la Terre. Donc, avant de visiter, je sais pas, un pays qui est à l'autre bout de la planète, on va commencer par visiter notre propre pays. Après, on ira vers les autres choses. C'est un petit peu plus facile, vraiment. Daniel, vas-y, je t'écoute. Tu peux lever ton micro. Bonjour Isabelle. Bonjour, Daniel. C'est la première fois que je vous vois en personne et j'ai déjà Ah, entendu tellement de bien de toi, de ah, vous, de merci, toi. merci beaucoup. Tu es en Belgique, Daniel? Oui, Oui. oui. Et je voulais vous poser la question parce que souvent le matin, c'est souvent le matin que je ressentis une chaleur très profonde en moi. Oui. Et je voulais vous demander comment est-ce qu'on sait si c'est quelqu'un qui veut nous contacter, Parfait. si c'est mon ange gardien, si c'est ma maman, si c'est quelqu'un Ouais. d'autre. J'ai tellement d'amis de l'autre Oui. côté, je ne, je ne saurais pas qui est qui. Comment est-ce qu'on commence à reconnaître une signature, par C'est une très exemple? bonne question. C'est une très bonne question. Chaque être décédé, quand ils arrivent en médiumnité, on va leur demander de se présenter à nous et de nous donner des signes de leur présence. Et chaque personne a des signes de présence différents. Comme par exemple dans la vraie vie, vous connaissez quelqu'un, vous le voyez pas, mais vous allez l'entendre marcher parce qu'il est comme fort sur les pieds. Et vous allez dire, ah, c'est un tel qui arrive. Donc, de leur vivant, les êtres vivants vont dire des expressions. Il y en a des défunts qui sont très drôles. Parce que de leur vivant, ils riaient tout le temps. C'est qu'ils arrivent et ils partent à rire. Tu sais, c'est que des fois, tu vas le reconnaître comme ça. Donc, ils vont nous donner des signes en tant que médium qu'on va nommer à la personne. Dans ton cas, c'est toi qui les perçois. Donc, le signe que tu perçois, c'est un signe de présence. Ça, t'as aucun doute là-dessus. La seule chose, c'est que tu sais pas quelle présence. Donc, il faut que tu demandes aux gens que tu connais de l'autre côté, que tu connais de l'autre côté, d'utiliser un signe distinctif pour chacun d'entre eux. Donc, tu leur demandes. Tu peux leur dire, OK, là, tu me donnes de la chaleur. C'est bien beau, là, mais donne-moi quelque chose que je peux savoir c'est qui. Surtout si c'est des défunts que tu as côtoyés, ils vont te donner soit des images de choses que vous avez vécues ensemble. Ils vont peut-être te dire une phrase avec un mot que toi tu reconnais. En médiumnité, c'est ce qu'on fait. On demande aux défunts de nous donner de l'information qu'on va transmettre aux demandeurs pour s'assurer que c'est le bon défunt qui est là. Et on va pas plus loin tant que le demandeur dit pas c'est pas cette personne-là. Maintenant, les guides spirituels ont pas les mêmes éléments de présence. Donc, quand on contacte un guide spirituel, on lui demande de nous dire, par exemple, son nom, son signe distinctif, comment il va choisir de nous montrer sa présence, et ça va varier d'un guide à l'autre et d'une personne à l'autre. Mais il faut le demander. Ok, et il n'y a pas besoin de se protéger à ce moment-là parce que c'est du chaleur que j'adore. Alors c'est tout de suite du positif, je suppose. Si tu te sens bien, t'as pas peur, t'es pas inquiète et l'énergie est bonne, ça veut dire que c'est une bonne présence.
Ok. Mais il faut toujours être vigilant. Tu sais, sur Terre, des fois, tu rencontres des gens avec qui tu te sens bien et tu apprends plus tard que c'était peut-être pas des bonnes personnes. C'est pour ça que c'est mieux de demander d'être en contact avec des défunts que tu connais. Pour commencer. Nous, en médiumnité, on peut canaliser n'importe qui, des défunts qu'on connaît pas la plupart du temps. Mais quand vous démarrez, quand vous commencez, demandez pas de contacter n'importe qui parce que vous allez pas savoir du tout. Mais demande de contacter quelqu'un que tu connais en particulier et laisse-toi inspirer et recevoir l'information qui va te valider que c'est bien cette personne-là. Donc, cette chaleur, quand elle vient, la prochaine fois, demande-lui, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ou pas, ou que tu as connu ou pas? La réponse va être oui ou non. Si la réponse est oui, continue ton questionnement. Est-ce que c'est un tel? Est-ce que c'est un tel? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Jusqu'à ce que tu aies des éléments assez pour que tu puisses mettre un nom ou une étiquette ou quelqu'un que tu connais sur la perception. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas suffisant. Tu fais juste savoir qu'il y a une bonne présence. Bon, c'est déjà bien, mais c'est pas, Oui, mais c'est pas oui. suffisant. Mm. Mais les oui et les non, c'est difficile pour moi de trouver un système de comprendre si c'est un oui ou un non. Parce que j'ai déjà envoyé des questions, si Oui, c'était un tel, un tel, un tel ou un tel, oui. mais je n'ai T'as pas, pas toujours ou bien je l'information. suis tout à fait à côté Oui. de tous, mais c'est, Ben, écoute, Daniel, tu sais que je vais prêcher pour ma paroisse, mais dans le sens que c'est bien d'être accompagné et guidé par quelqu'un qui fait ça. Au début, parce que le médium, quand il le fait avec toi, comme moi quand j'enseigne ça, je vois l'entité. Tu sais, elle est là, je la vois. Donc, je peux te la décrire en même temps que toi, tu la percevrais. Donc, permet d'avoir une validation, mais ça permet aussi à quelqu'un qui est plus expérimenté de poser les bonnes questions et de poser le cadre de fonctionnement. Parce que je vous ai pas dit ça, mais moi, je fonctionne dans un cadre. Il faut que ce soit bon pour moi, bon pour le client. Il faut pas qu'il y ait quelque chose de perturbant que la personne serait pas capable de gérer. Donc, on a un cadre éthique de fonctionnement. En tout cas, j'ai un cadre éthique de fonctionnement que j'enseigne parce que je veux surtout pas que vous attirez chez vous des gens qui vont squatter, qui vont rester trop longtemps, que vous pourrez pas mettre dehors. Pire, dans certains pays, ils prêtent votre maison puis vous payez après pendant des années, vous êtes même plus capable de les envoyer promener. Donc, ça prend une façon de faire. Et il n'y a rien de mieux que passer à travers l'apprentissage et l'expérience de gens qui connaissent ça. Donc, va chez un médium ou viens chez nous, fais une formation et tu vas apprendre comment faire. Parce que le oui et le non, c'est des choses que tu peux développer. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Comment ensuite poser les bonnes questions pour savoir qui est l'entité? Parce que tu veux le savoir. On le fait. Je te dis, c'est normal de se poser ces questions-là. Encore une fois, on veut pas rester dans un inconnu. Tu veux pas parler à quelqu'un au téléphone puis tu sais même pas avec qui tu parles. On a besoin de le savoir. C'est vraiment important. ok, Merci merci beaucoup. Isabelle. Merci. Merci, Daniel. Sandra, est-ce qu'il y a une langue spéciale que parlent les gens dans l'au-delà pour se comprendre? Je ne sais pas si tu sais, Sandra, mais sur Terre, la musique, c'est une langue universelle. Ce que ça veut dire, c'est que de l'autre côté, même quand les gens ont parlé différentes langues, ils utilisent aussi la télépathie. Et la télépathie, il y a comme une transmission tout de suite. Je parlais qu'on était interprète. Moi, quand je suis avec un défunt, quand le défunt, je sais pas, il a vécu en Serbie ou il a vécu en Espagne, donc il avait une autre langue de son vivant que le français. Mais quand il va me donner l'information, exemple en image ou même en son, c'est traduit automatiquement dans ma langue parce que je suis interprète. Donc, un médium va interpréter ce qui est dit et le traduire dans sa langue d'origine pour pouvoir transmettre l'information. Donc, comme quelqu'un qui fait de la traduction, de l'anglais au français, par exemple. Donc, c'est le médium qui devient traducteur. C'est le médium qui reçoit l'information et qui le traduit dans la langue qui est accessible pour la personne qui demande. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Donc, merci Hélène, merci à toi. Un gros merci à vous tous. Belle fin de journée, soirée. Un beau coucou à toutes les personnes qui nous écoutent en différé.
J'aimerais vous dire que sur Spotify, j'ai aussi un podcast qui est là, qui répond à toutes sortes de questions et c'est gratuit. Nous avons une chaîne YouTube, IDECOM. J'ai aussi des podcasts, j'ai aussi plein de vidéos qui sont là sur tous les sujets qui vous intéressent. Donc, vous pouvez aller sur tous ces lieux-là, nous écrire à info@lapnl.ca si vous voulez avoir d'autres choses, si vous avez des intérêts, des questions à poser, gênez-vous pas. Et vous pouvez m'écrire via info@lapnl, demander à me contacter et je vous écrirai. Pour un rendez-vous peut-être, pour une inscription, une formation, pour autre chose. Bye bye tout le monde! Je vois tous les beaux petits cœurs. Ciao, ciao tout le monde. Merci Sandra. Bye bye Lucille. Salut Alain. Salut Hélène. Ciao, ciao tout le monde.